Salut, c'est Kiran. Attendez, je suis en train de lancer. Au lieu que je remette le podcast de fond. Ah, je sais, j'en ai plein à écouter. C'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai eu tellement peur. Salut. Ouais, ça va. Je vais faire un peu de Pokémon Go. Attends, je suis juste en train de... Je mets juste un peu de musique. Je mets juste un petit truc. Si Spotify, il veut bien. Je vais mettre juste un podcast. Voilà, on était là. Comment ça, l'épisode? Voilà, comme ça. Tu ne peux pas lui échapper. Il est programmé pour ça. Bah, après, je vais peut-être pas faire Eternatus. Faut pas le... Ni la Je sais pas si j'aurai le niveau toute seule. Mais Et merci pour les j'aime. Je monte un petit peu le son. Hello there. Les notifs. Il est où? Allume le fond d'écran. Check the red zone. Don't touch those. Non, pas trop pour l'instant. Je live un peu, j'ai jusqu'à 17h quand même. From her, you bitch. Et la fois, je pouvais pas, parce que j'ai arrêté le live. J'allais me coucher, j'étais claquée. Salut mes petites Tévis et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois, sans avoir besoin de ChatGPT ou de Skynet. Je suis Sofiane Aïkassi et cette semaine avec mes invités, nous allons commencer une nouvelle saga avec Terminator de James Cameron, un film qui a célébré ses 40 ans il y a peu. Pour m'accompagner dans cette aventure, il est entre autres collaborateur au Cahier du cinéma et ancien responsable de la rubrique cinéma de Chronic Art. Mais surtout, c'est l'auteur de Prodige d'Arnold Schwarzenegger, livre qui se penche sur la vie passionnante du gouvernateur. Jérôme Momsilovitch, bienvenue. Merci. Je pose cette question à tous mes invités. Quelle est ta saga préférée? Ma saga préférée. Toujours la colle pour les gens. Ah ouais, c'est très cool, ouais. Allez, la première qui vient. La première qui est on est dedans, donc j'ai envie de dire Terminator, mais jusqu'au deuxième, quoi. Ouais. Au cours de la saga. Quoi. C'est biologie, on va dire. Ouais. Comment tu as découvert Arnold? Ça a été le coup de foudre? Qu'est-ce qui se passe pour écrire un livre sur Arnold, en fait? Bon, bah, à l'origine, c'est un truc très simple, c'est un truc d'enfance. Moi, c'est Terminator 2, hein, je devais avoir 11 ou 12 ans, je crois. Le film m'a vraiment subjugué, j'avais pas vu le premier. J'étais vraiment très impressionné par le film. Et après, bah, je suis né en 79, donc Schwarzenegger a vraiment accompagné ma cinéphilie provinciale et post-série B et blockbuster. Quoi. Et ensuite, des années plus tard, j'ai pris en cours des études de cinéma et eu envie de faire une maîtrise à l'époque, un mémoire de maîtrise. Et après avoir un peu tourné autour du pot et d'un sujet classique, genre la satire de la bourgeoisie dans les années 70 ou je sais plus quoi, j'ai timidement proposé à une directrice de recherche qui est extraordinaire, qui s'appelle Nicole Brenez, qui avait écrit des choses très très belles bien avant moi sur Schwarzenegger, ce sujet-là, et ça l'a absolument ravi. Et donc j'ai travaillé plus d'un an, enfin 2 ans même sur ce sujet-là. Et puis des années plus tard, je me suis dit c'est con d'en faire un livre. Et j'ai rebossé beaucoup plus parce que je voulais en faire un truc un peu plus général. Regardez quelle heure je pouvais faire. Et puis c'est un sujet tellement tentaculaire que... C'est par celle-là. Que voilà, j'en ai fait un documentaire ensuite, et puis j'ai arrêté d'y penser un moment jusqu'à ce que vous m'appeliez. Voilà, ma croix, je porte à nouveau ma croix de spécialiste français de Schwarzenegger. Je redoute sa mort, je vous avoue.
Alors là, ça va être Mais figurez-vous que j'ai tournée des été plateaux. interviewé la semaine dernière pour l'émission de Laurent Delahousse, quand même, qui fait un gros sujet Schwarzenegger. Donc, je pense qu'il revient un peu dans l'air du temps. Ah, il est à la mode en ce moment. Ouais. Donc, il représente le rêve américain. S'il y a bien un acteur qui représente le rêve américain, c'est ça, lui. C'est même peut-être le dernier, au fond, à représenter ce truc qui maintenant paraît complètement désuet et qui est vraiment le rêve américain. C'est le dernier à présenter beaucoup de choses, en fait. Je pense que ça a été, d'une certaine manière, le dernier corps hollywoodien. C'est-à-dire au sens, le dernier moment où Hollywood s'est intéressé à un corps humain. Et c'est très paradoxal parce que c'est un corps qui est venu nous annoncer dans ses films la disparition du corps, en définitive. Et en même temps, paradoxalement, ça a été le dernier. C'est le dernier qu'on a filmé vraiment comme un corps, c'est-à-dire avant la dissolution du corps dans le numérique et dans la palette graphique, quoi. Par ailleurs, sur le rêve américain, c'est un peu plus que ça parce qu'il a voulu non seulement vivre le rêve américain, mais il a voulu plus que ça. Il a voulu être la représentation du rêve américain. Il l'a dit comme ça très littéralement un jour, je suis le rêve américain en chair et en os. Et c'est un truc que je disais dans mon bouquin qui m'avait frappé, c'est que quand on lit ces quelques témoignages sur son enfance, là aussi c'est vraiment très mythologique, hein, il a raconté ça 10 fois, il a un peu transformé, mais quand même il y a un truc qui revient, c'est que enfant il était fasciné par l'Amérique avant tout pour des questions de dimension et d'échelle des choses. C'est-à-dire que dans son petit village étriqué d'Autriche, sur lequel il a raconté n'importe quoi. D'ailleurs, il a raconté qu'ils étaient sous le joug de l'URSS, alors qu'en fait, j'avais vérifié, c'est pas vrai, c'est un coin qui n'était pas du tout sous direction soviétique. Enfin bref. Mais ça, c'est un des moyens qu'il a trouvé pour justifier qu'il soit devenu républicain. Bon, ça explique Red Scare, c'était ça le film où il joue un russe communiste qui trouve de la cocaïne et qui dit cocaïne. Double détente, en fait. C'est pas mal. Walter Hill, c'est bien. J'aime bien ce film, on rappelle. Quand il était gamin, ce qu'il raconte, c'est qu'il était hyper impressionné par les grosses Cadillacs, par les grands frigos, par les larges avenues, par tout ça. Et donc, ça se résumait à ce rêve de grandeur littérale. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'est dit, une citation là aussi, qui a pris souvent, dans laquelle il dit mon projet était clair, quand je serai plus grand, je serai l'homme le plus musclé du monde, puis j'irai en Amérique et je ferai des films. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui s'est mis en tête littéralement pour devenir américain, de commencer par devenir l'Amérique. C'est-à-dire par devenir lui-même quelque chose de surdimensionné et d'arriver en Amérique en étant déjà l'image de l'Amérique, en quelque sorte. Et ensuite, il n'a cessé jusqu'à la fin de sa carrière, on ne sait pas trop quand elle se termine, mais disons la fin de son moment très médiatique, après la fin de sa carrière politique. Il n'a cessé de se présenter comme le dernier représentant, enfin comme le représentant du rêve américain. Et c'est vrai qu'il n'y a plus d'exemples ensuite. Et c'est même plus que ça. Moi, je me souviens quand Trump a été élu, peu de temps après que je sorte ce bouquin, j'avais été invité sur Radio Nova, je crois, pour parler des élections américaines, mais en parlant de Schwarzenegger. Et évidemment, on a passé la soirée à se dire tous les deux avec l'animateur, évidemment, Trump ne sera pas élu, pas naïf, on a l'air bien con le lendemain matin. Mais il m'avait posé cette question, il m'avait invité en me disant, est-ce que Trump, c'est la nouvelle étape? Il y a eu Reagan, il y a eu Schwarzenegger, c'est-à-dire l'idée du trublion, de la politique spectacle poussée à un degré révoltant ou amusant selon l'impression que ça nous fait. Et je pense, ça j'avais quand même dit ça à l'époque, je pense que c'est très différent au contraire. C'est-à-dire que Schwarzenegger après Reagan, c'est quelqu'un qui a poussé très très loin l'espèce de l'idée d'une frontière complètement indiscernable entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire l'idée que la représentation politique, c'est aussi la représentation au sens d'un acteur. Donc Schwarzenegger a été élu comme ça, en continuant d'être un acteur et en se faisant élire comme acteur. Trump, c'est l'inverse. Trump, il vend, de manière très populiste aussi, mais c'est un peu l'inverse, il vend le réel. Alors, on sait bien qu'il ment sur absolument tous les sujets, mais c'est vraiment l'idée, avec moi, on sort de la fiction, on rentre dans le réel. Alors que quelqu'un comme Reagan, et surtout quelqu'un comme... vous savez bien, vous avez dû en parler ici. Ah non, je crois que c'est un interdit. Si, dans Retour vers le futur, on a pas mal parlé de lui. Non, parce que j'allais dire le fameux projet Star Wars, je sais pas si ça... Ah là. Non. non, alors, c'est vrai que Reagan, en l'occurrence, Reagan, du bouclier militaire, etc. On sait que ça vient pas vraiment de ça vient du fait que quand il était gamin, il adorait les romans de science-fiction et qu'il adorait les lasers. Et donc, il a vraiment demandé à ce que l'armée américaine fabrique un système de laser pour tuer les missiles soviétiques. Donc, et Schwarzenegger, c'est ça, c'est vraiment de la fiction qui vient au secours de la réalité politique. Trump, c'est pile l'inverse. Donc, pardon, réponse un peu longue, mais vraiment, oui, Schwarzenegger, ce qui est important, c'est pas seulement qu'il ait vécu le rêve américain, c'est qu'il l'a vécu en voulant être celui qui allait être l'image du rêve américain. Il est fascinant, on dirait pas comme ça. Ah, moi, je pense que ça se voit direct, mais il est fascinant. Ouais. D'ailleurs, ce qui m'a fasciné la première fois, et c'est un peu ce que j'avais essayé d'écrire au début du bouquin, c'est la question de l'apparition de Schwarzenegger. C'est qu'il y a un truc que je trouve toujours très beau aujourd'hui. Schwarzenegger apparaît dans un film, par exemple la naissance du Terminator, là, qui se relève nu et tout ça. Et c'est déjà un film. Enfin, c'est un moment, pas simplement parce que lui est impressionnant. Aujourd'hui, il n'impressionne plus personne puisque c'est devenu la norme, sa musculature, et ils sont tous stéroïdés, et voilà. Mais The Rock, etc. Ils sont tous catcheurs maintenant. Oui, bien sûr. Non, mais même, on parlait de Superman tout à l'heure, Henry Cavill, ces types-là, c'est des types qui, vraiment, le devenir acteur, c'est d'abord prendre des stéroïdes et aller à la salle.
Et en fait, c'est pas seulement lui, c'est pas seulement son corps, c'est la manière dont il a obligé les cinéastes à le regarder. Parce que Schwarzenegger, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est quand même quelqu'un qui a voulu percer Hollywood et c'était impossible de percer dans l'idée. Parce qu'après, le nom ne rentrait pas dans l'image, le nom ne rentrait pas dans le générique, il fallait un truc qui ne collait pas, l'accent, etc. Et ils ont compris, et ça c'est Cameron qui l'a compris, ils ont compris quoi en faire à partir du moment où ils ont compris que cette gens présentait comme un corps étranger. C'est-à-dire typiquement l'arrivée du Terminator, le gars passe par les joueurs dans sa camionnette, puis il dit qu'est-ce que c'est qui est en train d'arriver. Et en fait, quand Hollywood a compris qu'on ne pouvait pas identifier le spectateur à ce corps-là et qu'il fallait d'abord le présenter comme, il fallait montrer son arrivée comme une espèce d'épiphanie, une sorte de miracle, comme ça, d'où est-ce qu'il sort, qu'est-ce que c'est que cet homme qui renaît et ça, quand on a un gamin dans les années 90, c'est génial, quoi. C'est vraiment sidérant. Et enfin, c'est un habitué de la maison. Et il devrait me suivre sur toute la saga Terminator, normalement, si tout se passe bien. Coucou Fab. Salut Sofiane, ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Ravi d'être à tes côtés pour ce nouveau sujet, et puis ravi enfin de partager le micro avec Jérôme, qui nous a fait une magnifique entrée en matière. D'ailleurs, un peu longue, je suis désolé. Oui, déjà oublié que c'était la présentation. C'était le digest du digest du livre que je vous recommande parce que c'est en ayant lu le livre de Jérôme que je dis. Et l'ultime, Il doit le mettre KO. sera livré présent ce soir. Avant de parler d'Arnold, James Cameron, bien sûr. C'est une très petite chanson de South Park aussi. James Cameron. Avant de se lancer dans le cinéma, James Cameron était camionneur, comme Sean Connery. C'est vrai. Il était fasciné par les effets spéciaux, il a travaillé sur des films comme Escape from New York, Android, des films de Roger Corman, Galaxy de la Terreur et Battle Beyond the Stars. Galaxy de la Terreur qui est lui un rip-off de Alien et donc Les Mercenaires de l'espace, donc Battle Beyond the Stars qui est un rip-off du film de 1977. D'ailleurs, quand on voit le vaisseau spatial de Battle Beyond the Stars, c'est un vaisseau qui annonce les Hunter-Killers de Terminator, puisque c'est en gros un cockpit central avec deux bras, avec deux nacelles, sauf que dans cette version-là, il y a une poitrine géante sur le mail du vaisseau. Sacré James. C'est vrai qu'il a fait les paintings de New York 1997 aussi. Il avait la réputation d'arriver à faire beaucoup avec peu. Je sais que sur l'un des films que je viens d'évoquer, il avait fait tout un décor de cockpit de vaisseau en peignant l'argent des boîtes de Big Mac. Voilà. Ouais, ce qui est frappant dans l'expo, c'est qu'il a un imaginaire qui se développe dès la jeunesse, dès l'adolescence. Il fait beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de comics. Il adapte même lui-même, façon maison, des comics qu'il a vus quand il était petit, comme Le Choc des Mondes. Et on sent qu'il y a tout cet imaginaire qui s'est structuré autour de la science-fiction cinématographique, littéraire, télévisuelle des années 50-60. Et puis, bien sûr, les comics Marvel, qui parlaient beaucoup de mutations, qui parlaient beaucoup de catastrophes nucléaires. Et puis, le contexte atomique, la guerre froide font que James Cameron a grandi aussi avec cette peur, cette terreur du nucléaire, qui revient en plein boom à l'époque où Terminator est produit d'ailleurs. Je pense que d'une certaine manière, cette inspiration, puis son cinéma, alors évidemment, c'est un cinéaste purement geek, au sens un des premiers qui a vraiment un pouvoir à partir de cette culture comics, etc. Il y a vraiment ce truc qui naît avec Star Wars, du merchandising et des jouets et des figurines. Et c'est un truc qui m'avait frappé dans Terminator 2, c'est qu'il y a quand même tout un truc où le Terminator, donc le T-800, est un jouet dans les mains de l'enfant. Il y a presque une réplique qui dit ça, quoi, quand l'enfant, soudain, quand il comprend qu'il peut le diriger et qu'il lui dit lève une jambe, baisse la jambe, etc., il saute sur place et il dit j'ai un Terminator, quoi. C'est vraiment dans le côté maquette, même dans le premier, en fait. C'est ce qui est très beau dans le premier, qui a vraiment un côté vieille production Corman, un peu de cheap avec du stop motion, etc. C'est qu'évidemment, ça rappelle Harryhausen et compagnie, mais c'est déjà les figurines Terminator, en quelque sorte. C'est vrai que lui, il a toujours eu un œil là-dessus, quand même. Sur, tu as un jeu vidéo Mega Drive là, que tu as posé sur la table. Exactement. Il y a eu plusieurs jeux Terminator, il n'y a pas eu que celui-là. Non, il y en a eu un. Plus sur le premier, je crois, il y en a eu plusieurs. Je crois qu'il y en avait eu un, alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y en avait eu un sur PC à l'époque, mais ça je suis pas certain, mais je sais que la plupart des jeux du premier film sont arrivés après la sortie de Terminator 2. Il y a une version NES qui était épouvantable,
une version Super NES qui était à peine meilleure, et puis ensuite, effectivement, j'ai amené la version Mega Drive qui était développée par Virgin Games, mais le pinacle, c'est vraiment la version Sega CD ou Mega CD, selon le pays où tu étais, où il y avait vraiment, à l'époque, il y avait des full motion vidéo, donc c'est-à-dire des cinématiques à base d'images du film, qualité un peu médiocre, mais le game est fou, ça rend ça est fou, et puis le gameplay plus Je fais les petits voilà. On va essayer de passer, c'est pas. Très difficile. On peut aussi voir son Aliens quand on compare le premier et le deuxième Alien. On peut voir qu'il y a aussi un côté jeu vidéo, un côté on peut vendre plus de jouets aussi. Avec... Je sais pas si lui, je l'avais vu vraiment comme un cynique. Là, je pense que lui, il s'en fout un peu. Par contre, ce qu'il aime, c'est jouer lui-même avec des jouets, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans tout l'imaginaire d'Alien 2, enfin d'Aliens, il y a vraiment ce truc avec l'espèce de squelette, d'exosquelette, de replay, de trucs. Pour moi, ça fait jouer. Je crois me souvenir qu'il y avait les jouets. Ouais, bien sûr. C'est arrivé après la sortie d'Alien 3. Il a toute la gamme de jouets. Mais ce qui est marrant, c'est que tout l'imaginaire est là presque dès ses premières œuvres, en fait, dans son court-métrage, donc Xenogenesis, qu'il a réalisé en 78. Tu as déjà une femme qui pilote un mecha, et tu as déjà un mec avec un bras, pas mécanique, mais un bras arme. Vous avez vu pour voir déjà cette imaginaire de SF dans qui se met le en place. De même que pense que ça va dans donner. Piranha 2, qui est son premier film, alors c'est une petite histoire compliquée, parce que Ça avait l'air bien complexe. Comment il s'est retrouvé sur Piranha 2 grosso modo, il y a des producteurs du premier Piranha qui sont associés avec un producteur italien, donc Ovidio G. Assolutis, donc qui était un peu un producteur semi-margoulin. Il a fait un film. Donc il produit ce film, production italo-américaine, et donc James Cameron, qui était un ancien de New Pictures comme Joe Dante qui avait fait le premier Piranha, propose de réaliser le film, et puis très rapidement, qui se fait doubler par le producteur qui reprend le projet en main, qui rajoute des scènes, bon, qui en fait véritablement presque un film italien, quoi, dans le goût un peu douteux. Mais quand même, dans ce film, il y a déjà Lance Henriksen. Il y a déjà une femme forte qui est en cours de divorce et qui en même temps se lie avec un autre mec avec qui elle va devoir fuir à un moment donné dans l'histoire. Il y a déjà une poursuite dans des coursives très serrées, comme quand on voit Bishop ramper dans Aliens, sauf que là c'est dans une épave et on a une poursuite littéralement avec des piranhas, un banc de piranhas qui poursuit les héros dans cette coursive d'épave. Et puis il est déjà question de plongée sous-marine, il est déjà question d'une épave. D'ailleurs le film commence avec un couple qui a des relations sexuelles dans l'épave. Donc d'une certaine manière, la mécanique cameronienne commence à se mettre en place. Il est déjà question, tu sais, des personnages qui disent aux héroïnes « Ouais, mais venez, on va vous emmener sur une mission. » Et tu te rends compte que le mec, c'est un salaud dès le départ, un peu comme le personnage de Paul Reiser dans Aliens ou Giovanni Ribisi dans Avatar. Donc il y a déjà un peu ce prototype de personnage-là, et l'héroïne, c'est déjà une mère qui doit sauver son fils à un moment donné dans l'histoire. Donc du coup, les choses se mettent un peu en place dans un film qui n'est pas totalement de Cameron, mais qui quand même, ça va être la brique qui va commencer, qui va te permettre à bâtir le. Donc voilà, et puis c'est à cette époque où il raconte quand il était à Rome, pendant l'aventure Piranha 2, où il aurait eu ce fameux cauchemar, où il aurait vu dans son rêve, dans ce chaos, le Terminator, en tout cas cet squelette surgir. Un torse métallique qui rampe en sortant d'une explosion et de flammes, en tenant des couteaux de cuisine. Ouais, en fait, il en a fait une illustration rapidement. En fait, c'est vraiment un couteau qui rappelle celui de Michael Myers dans Donc déjà, sur ce dessin qu'on peut voir, cette illustration, ce qui va devenir le plus puissant, déjà plutôt assez expressif. Il a une espèce d'expression de râle. On ne sait pas si c'est de la douleur ou de la colère ou de la détermination, mais il est déjà assez expressif. Mais c'est vrai que c'est ça qui va servir de template à Terminator. Il y a aussi un autre dessin, et on voit un couple en train de s'enlacer, et derrière il y a une mer de flammes, et on voit une ombre noire surgir des flammes, et en haut du dessin, on voit le gros blanc sur les yeux rouges de ce qui sera le Terminator. En fait. Et c'est marrant, parce que ça me fait penser à un truc soudain, c'est que ce que je disais tout à l'heure sur Schwarzenegger, qui a été à la fois qui a été le dernier corps et en même temps le premier non-corps d'une certaine manière. Il y a un truc qui m'évoque un peu ça chez Cameron, c'est que Cameron, il a vraiment incarné la transition entre l'artisanat du cinéma d'exploitation et puis notamment de la série B, de la tradition de la série B hollywoodienne, et il est devenu le pape de l'après, justement. Et c'est un peu, à la limite, c'est un peu comme Spielberg qui s'est retrouvé,
est sorti, qui a refermé tout seul le nouvel Hollywood sans le vouloir en faisant les dents de la mer. Il y a un truc un peu comme ça de le dernier d'eux et le premier de la suite, quoi. Et qui le rend un peu unique quand même dans cette histoire-là, Cameron. Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas un réalisateur théoricien qui vient de la technique pure. Il connaissait déjà toutes les technologies, toutes les techniques d'effets spéciaux. Et on va dire même des fois du do-it-yourself à sa disposition pour faire ce film. Mais comme beaucoup de gens de cette génération, il a grandi, il a évolué comme cinéaste avec certains outils qui n'étaient pas encore disponibles. Et maintenant, c'est vrai que les cinéastes, comme, je sais pas, je peux pas citer Spielberg, mais encore Joy Hart, même George Miller, même Michael Mann, ce sont des gens qui vont en fond dans la technologie parce qu'ils veulent bénéficier aussi de toutes les technologies, de tous les outils pour emmener le cinéma plus loin, en fait. Mais avec une notion, pardon, je te coupe, mais Miller, c'est pareil, avec une notion du cinéma, avec une notion très foraine du cinéma, Bien sûr, une notion bien sûr. artisanale, quoi. Oui, de débrouille, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est mieux que Marvel, quoi. C'est une sorte de, c'est vraiment continuer le cinéma artisanal des studios, la tradition foraine, etc. La continuer par des moyens techniques qui prolongent le même geste, quoi. Donc il décide de dessiner son rêve, comme tu disais, et il a créé l'histoire rétroactivement, en gros, où il se dit, bon, le robot est futuriste, mais j'ai pas les moyens de faire un film dans le futur, donc pourquoi pas mettre le robot dans le présent, et donc c'est comme ça qu'il a eu cette idée de voyage dans le temps. Donc là, encore une fois, il s'adapte aux moyens, quoi. En fait, il y a toujours eu un discours assez particulier sur la soi-disant originalité du récit, parce qu'en fait, puisqu'un de la série The Outer Limits, donc Black Noël, par Harlan Ellison, il y a un soldier. Soldier, ça commence avec des lasers dans le ciel. Et on voit Ah oui, là, le trop chaud. soldat Bon, bah, qui c'est pas grave. s'arrête Je vais garder la sécoche comme ça. qui est téléporté dans le Los Angeles des années 60 et il a Le permis, il est un peu plus frais. Je savais pas s'il allait avoir trop chaud, quoi. En fait, Là, il a bugué, là, le jeu. d'abord être interné. Il va être interné puis ensuite pris en charge par un linguiste qui va essayer de déchiffrer la langue du soldat parce que c'est un soldat qui vient du futur. Donc, du coup, c'est une espèce d'anglais compressé, comprimé et qui a évolué. C'est marrant parce que ça annonce Terminator, mais ça annonce aussi presque le cinéma de John McTiernan, surtout sur le déchiffrement des langues, tout ça. Et qui a évolué. C'est marrant parce que ça annonce Terminator, mais ça annonce aussi presque le cinéma de John McTiernan, surtout sur le déchiffrement des langues, tout ça. Et donc, il y a un autre épisode qui s'appelle Timon with a Glass. Sur le déchiffrement des langues, tout ça. Il y a un autre épisode qui s'appelle Timon with a Glass Hand, qui est un personnage qui a une main robotique qui doit arrêter une race d'extraterrestres. Et en fait, c'est que son doigt va s'en mettre les doigts de sa main, qui finit par lui révéler que c'est une main qui et que c'est un robot. Arrêter cet extraterrestre. C'est ce qui est marrant, c'est que cet épisode se passe entièrement de Los Angeles qu'on voit à la fin de Donc son rêve est vraiment arrivé, ou est-ce qu'il a assimilé la série télé sans remarquer? Alors, le rêve est à la base de l'histoire. Mais Il a failli avoir un procès, non, avec en fait, le créateur. il y a tout un truc, c'est quand le film est sorti, on pourrait revenir, mais en fait, quand le film est sorti, Harlan Ellison a dit
Ah, c'est pas jamais bien ce film, mais bon, ça pompe un petit peu mes deux épisodes. Salut ceux En fait, qui rejoignent. Désolé, j'ai eu un bug. Ça. je leur ai dit, bon, un petit procès ou pas un petit procès? Donc en fait, nous pourrions assez d'argent à Harry Davidson qui a un crédit à la fin du film. Donc merci beaucoup. Le film est sorti, puis ensuite on est sorti, les VHS, tout ça, il y a la mention de Harry Davidson à la fin, et c'est un super carreau qui fait Harry Davidson. Et aussi d'autres inspirations. C'est bêtis sur le slasher, ça me tue à petit rythme. Et c'est 70 qui s'appelle Just Project, c'est le cerveau d'Asie en français, qui raconte l'histoire d'un scientifique qui développe un super ordinateur puissant qui commence à Je vais laisser Kumba là, le petit. il a exactement Mad Max 2, il a cité. oui, il a cité Mad Max 2. Ouais. Sur Monde Ouest, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de qui agit dans une attraction. Mais clairement, on a des fois été un peu frustré avec ce film parce qu'il s'est bien sûr. Film et c'est bien sûr se fait réparer et quand tu enlèves la tête du robot, le visage, en fait, c'est juste une espèce de tête fille avec son processeur et qu'à moins de et maintenant, il ne faut pas juste mettre des transistors, il faut carrément faire un vrai visage, une vraie tête de mort, un vrai crâne. Crâne est tellement culte que, comme je disais tout à l'heure à Jérôme, Arnold, quand il se promène maintenant en public, il a une énorme bague avec le crâne. Il a vraiment basé toute sa carrière autour de Terminator. Alors, d'après ce que j'ai lu sur les premiers développements du scénario, et avec ce chapitre-là, c'est qu'il était question au départ qu'il y a un premier Terminator qui arrive du futur et qui est mis en état de lumière à moitié du scénario, et il y a un deuxième Terminator qui devait arriver en état liquide, qui a sur mais finalement ça a été abandonné juste le temps que j'ai pu commencer le scénario. Et apparemment, il y avait une première version, c'était pas faisable de toute façon, c'était pas faisable. Non, c'était pas faisable. Terminator 2 est sorti pile poil au moment où c'était faisable. Exactement. Et en plus, il y avait une autre idée. Apparemment, Sarah Connor devait avoir une particularité dans cette histoire-là. On dit qu'elle a été blessée à la jambe et qu'elle portait une broche métallique à la jambe. C'est comme ça que le Terminator pouvait l'identifier. C'est-à-dire qu'il tue les Sarah Connor les unes après les autres et il leur dépiote la jambe pour vérifier s'il avait cette espèce de broche à la jambe. Et c'est, bon, voilà, Ça surcomplique un peu. exactement. Et là, ils se sont dit, bon, c'est peut-être un petit peu trop une bonne idée parce qu'il y a déjà un lien entre machine, femme-machine, la mère du futur a métallique en elle, mais c'est vrai que ça rend les super Ce qui est amusant, c'est que dans le deuxième, elle devient Terminator. c'est clair. Il rencontre sa femme aussi. Hein, En fait, qui était déjà une collègue à l'époque, j'ai déjà une jeune productrice à l'époque, qui avait qui avait fondé à l'époque sa société de production Pacifique Western. C'est cool, je trouve. Je suis en train d'envoyer la photo. Il y a cette société qui a acheté qui est Valhalla Production. Et donc à l'époque, elle a fondé Pacific. Allez, je regarde plus. Cameron lui a vendu les droits. Ouais, j'allais dire que je vois. Ouais, c'est moi, je vais regarder ce truc. Puisqu'elle fait partie de la famille et soit mis au poste de. est-ce que ça veut dire qu'elle a encore les droits de Terminator ou c'est juste le premier? Après, tu verras l'histoire des droits de Terminator. C'est une saga en soi. Elle a obtenu le titre de co-scénariste du film, alors que d'après Cameron, elle n'a pas écrit. Non, en fait, Cameron a écrit en quasi-totalité. Il a demandé à un de ses amis, Cam Fisher, d'intervenir sur les séquences de dialogue des flics du commissariat, en fait. Face au conducteur et se donner une sorte de crédibilité, d'être en mode power couple. Mais non, on n'a pas, il n'y a pas de traces Ça a fini. Ça a fini de s'envoyer. Parce qu'il y a Bill Wisher qui a travaillé sur le scénario et lui, il est passé. Non, il est
C'est Orion Pictures qui distribue le film. C'est MTEL Production qui va produire. Et Cameron aurait demandé à son ami, donc Lance Henriksen, de se déguiser en Terminator et de venir au meeting en avance, habillé avec la veste en cuir. C'est ça la légende, qu'il aurait défoncé la porte à coups de pied et qu'il serait allé s'asseoir dans la réunion. En fait, le truc, c'est que je m'invitais sur Intel. C'était une société américaine qui a été fondée par John Daly et nous avons des financements effectivement avec Intel et grâce aussi à un fonds de financement européen qui était dans la production. Et effectivement, lorsque Cameron a conceptualisé ce projet de Terminator, il imaginait que Terminator était plutôt Et pourquoi ça me fait changer? personnage furtif qui pouvait se fondre dans la masse, dans la foule. Et donc, il avait effectivement Ah, c'est son attaque. l'ancienne scène, qui avait sur Pyramide 2. Et il avait fait d'ailleurs un concept art de Lance Henriksen habillé en Terminator, moitié humain, moitié squelette, mais finalement. Il jouera un robot dans un autre film de Cameron. Il joue le rôle de policier. En cherchant quelqu'un pour incarner Kyle Reese. Comment un jeune culturiste autrichien avec un accent aussi c'est assez difficile dans l'après-guerre autrichien. Jérôme, c'était le cas, c'était vraiment la misère, l'enfance d'Arnold. C'est la légende. Ouais, c'est un peu les deux. Je pense que non, en fait, comment dire, c'était à la fois plus la misère qu'il ne l'a jamais expliqué dans la mesure où il a toujours parlé de l'autorité de son père et de la violence de son père comme un gage de discipline et le fait que c'est ce qui lui a appris la discipline, etc. Puis là, en vieillissant, quand même, on arrive au soir de sa vie, comme ça, qu'il a souffert et que c'est un enfant battu, clairement. Allez. En revanche, ce qu'il dit sur l'Autriche de son enfance, sur les privations, sur tout ça, c'était certes une famille pauvre, mais enfin, là-dessus, il en a rajouté pour parfaire vraiment la fable du rêve américain, où vraiment il part de rien, et du coup, le plus paumé d'Europe. Et puis surtout, ça, c'est un truc qu'il a arrêté de dire au bout d'un moment, parce qu'il a compris que ces blagues semi-nazies, lui, il n'a jamais eu de conviction comme ça, sauf politiquement, mais il avait bien joué avec ça pour jouer son personnage de d'or dans les années 70, etc. Son père était gendarme. Ouais, était gendarme, donc c'était pas un idéologue nazi, c'était un type qui s'est retrouvé là-dedans, ça dérangeait pas comme beaucoup de gens riches à l'époque, mais non, voilà, par contre, ce qu'il a arrêté de dire, c'est que surtout, il avait souffert de grandir dans un pays vaincu. Et de fait, c'était pas faux, mais enfin, c'était pas forcément idéal de principe comme ça. Mais voilà, donc pour te répondre, à la fois, il a romancé ce qu'il a rangé, et puis il a caché d'autres trucs aussi. Je pense que c'était pas une enfance très marrante, et que sans aucun doute, sa soif absolue de reconnaissance, de réussite. Américain qui faisait des films en Europe. C'est intéressant quand même. Ces voyages. Bah d'ailleurs, alors c'est pareil, selon entre son autobiographie et l'encyclopédie moderne du bodybuilding, qui est un livre de 800 pages qu'il écrit plus ou moins dans les années 80, il donne deux films différents pour situer son. Ouais, non, j'y arrive pas, moi, j'abandonne. J'abandonne, il est trop. Il est beaucoup trop. J'ai tenu, c'est la version que j'ai tenue avec Retchbar. C'est vachement bien, ouais, c'est super bien, c'est bien. C'est Christopher Lee, c'est préquel de Buffy. Non, c'est un drôle de. C'est pas vraiment des vampires. C'est assez beau, il y a des scènes comme ça, on est censé être en enfer, il y a des scènes. Qui sont en fait de la polenta. C'est pas et l'autre, alors l'autre version, c'est. Ça, c'est Steve Reeves. Non, alors justement, celui-là, il dit que dans ses camarades préféraient Steve Reeves, parce qu'il était justement un peu moins monstrueux. Lui, il a toujours préféré Edge Park, parce que Edge Park, c'était le bourrin, quoi. Et il voulait devenir, c'était le plus gros. Et il voulait être le plus gros sur Schwarzenegger. Donc, non, c'est un autre film, alors, c'est pas Bava, mais c'est un sous-Bava de l'époque, je sais plus lequel. Un autre film avec Edge Park, bref. Il raconte, il aimait déjà, évidemment, Wes Muller dans Tarzan quand il était gamin avec son père, ce genre de truc. C'est vraiment en voyant Edge Park dans ces films-là qu'il s'est dit, bah, justement, en résonance avec son rêve de l'Amérique qui est plus grosse que le reste du monde, en disant vraiment je veux devenir aussi gros que ce gars, quoi. Donc oui, c'est très juste ce que tu dis, il y a vraiment ce truc de... Et d'ailleurs, ça sera intéressant au moment de Conan, cette histoire, parce que finalement, le seul endroit où le cinéma toléré jusqu'à Schwarzenegger
c'était vraiment des fois un peu vaguement honteux du péplum de s'équiper, voire Z, quoi. Et donc finalement, on dit toujours son premier grand rôle, le rôle qui le rend célèbre, c'est Conan. Oui, c'est Conan, mais Conan, alors évidemment, puisque les années post-Nouvelle Hollywood et via Les Dents de la Qui Mer, fait via 20. ces films-là, sont des années où en gros, tous les sujets de série B, de drive-in, vont devenir des sujets de série A, parce que c'est l'action du succès des Dents de la Mer. C'est que Conan le barbare au fond. Alors, je dis ça sans tout respect dû à. Oh ben ouais, personne se fout de Roland. Ce que je veux dire, c'est que le film vient quand même de cette manière-là, c'est-à-dire cette sorte Allez. de péplum voilà, qui est un film plutôt intéressant. Moi, j'aime bien. Là, tu veux. Attends. Mais le fait est que c'est la façon. Tu veux que je t'ajoute en ami? Bon, allez, vas-y, je veux bien t'ajouter. C'est vraiment Terminator qui va prendre un billon. Attends, je vais juste faire ça. Ah, comme ça qu'il est plein. Je vais en rejeter 20. Ah, même 30. Son intuition initiale, d'ailleurs, donne à Schwarzenegger le rôle d'un type biais. Est-ce que c'est vrai, parce que Schwarzy a tendance, comme tu le disais, à raconter sa propre histoire à l'enjoliver. Est-ce que Ça, je vais regarder. déjà millionnaire Là, j'ai un aux États-Unis? C'est ça, alors, en fait, il avait commencé et en fait, vraiment au bluff, quoi. C'est-à-dire qu'ils allaient à Santa Monica sonner à la porte en disant votre vêtement il est un peu dégueulasse devant, on fait ça pour pas cher et tout. Et ils ont commencé à bien bosser et vraiment c'est là, c'est pour vous dire la détermination quand même de son projet européen de réussite aux États-Unis, c'est que ça c'est pareil, c'est probablement un truc qu'il a réécrit après pour sa légende, mais l'idée c'est qu'il voulait absolument gagner son premier million avant de faire du cinéma pour être sûr de choisir les rôles. Et ce qui l'avait convaincu de ça, d'ailleurs, c'est le premier rôle qu'on lui a donné, qui est Hercule à New York, évidemment un navet pas possible. Et ça l'a un peu dégoûté de se retrouver dans un film aussi nul. C'est après ça, d'après la légende personnelle, encore une fois, qu'il se dit il faut que je devienne riche avant pour pouvoir choisir mes rôles ensuite, quoi. Mais c'est parfaitement vrai qu'il est devenu millionnaire de 4-5 ans aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est la période qui le permettait aussi. C'est-à-dire que typiquement, racheter des appartements à Santa Monica et les revendre machin, ça a été possible dans les années 110. Ça m'a fait le non, mais il a été très malin. Maintenant, c'est Google qui a tout racheté. Je l'ai vu dans The Long Goodbye il n'y a pas longtemps. Un excellent film, voilà, on se dit, qui est vraiment un excellent film, mais je m'y attendais vraiment pas à le voir. J'ai mis pause. C'est un gag, que ce soit Arnold. Avec sa moustache. C'est pas possible que ce soit Arnold. Comment j'étais pas au courant? Non, alors il y a beaucoup de. Et d'ailleurs, on en trouve pas mal sur YouTube. Il y a des pépites hein, sur les premières apparitions de Schwarzenegger. Il y a un épisode des Rues de San Francisco. Il y a différentes choses comme ça. Il y en a un, moi, qui a mes faveurs, vraiment, il est apparu dans le Tour des manèges américains. Qui s'appelle The Dating Show. Ouais. C'est sa première apparition télé. Et c'est assez génial, parce que c'est génial. Il est à la fois très émouvant et consternant, mais il surjoue justement son rôle de gros pecno venu d'Europe, parce que c'est en fait, c'est ce que fait Joe Weider, qui était le gros promoteur du bodybuilding à l'époque. Je fais juste un passage en 2 mots là-dessus, mais c'est quand même intéressant, c'est que c'est lui qui l'a fait venir aux États-Unis. Pas seulement parce qu'il était moi, le champion c'était. remarquable européen à l'époque, qui battait tous les records, etc., mais parce que Weider avait un problème pour son business, c'est que le bodybuilding n'avait pas touché plus de gens parce qu'il y avait une réputation d'activité homosexuelle qui faisait peur aux hétéros, même majoritairement homophobes à l'époque. Et donc, il s'est servi de Schwarzenegger pour en faire une sorte de vitrine, une sorte de cheval de Troie comme ça, de virilité hétéro dans le bodybuilding, en racontant lui-même toute une légende qu'il a imposée à Schwarzenegger, mais qui s'est beaucoup amusé avec ça, avec des détails du genre, il vient d'un coin d'Autriche où une certaine pâtisserie, dont j'ai évidemment oublié le nom, est réputée pour fabriquer des hommes forts, et où les enfants sont élevés avec des extraits de testicules de taureau. Il invente tout un truc comme ça, en sorte que vraiment Schwarzenegger arrive comme une sorte de monstre venu de la vieille Europe qui à la fois fait peur et fascine les Américains. Et donc quand il arrive sur le plateau de neige, c'est vraiment une espèce de brute marrante. Il est déjà très marrant, très à l'aise devant les caméras. Mais c'est intéressant de revoir ça et de repenser à Terminator qui arrive 10 ans plus tard, parce qu'il y a quand même une transformation assez fascinante, quoi. Là où l'excellence, c'est vraiment dans Stay Hungry. Il est très bon. Alors, c'est même assez surprenant parce que Schwarzenegger, il me passionne comme acteur. On ne peut pas dire que le dramatique, ce soit un génie. Et ben, dans Stay Hungry, il est vachement bien. Je suis d'accord. Très bon. C'est étonnant, hein, parce que vraiment, il a. Parce que je dis, dans Terminator, il est génial, mais il est quand même. Enfin, il fera aucun effort. Vraiment, c'est pas son truc, la comédie, quoi. C'est sur un autre niveau. Mais il est très bon dans le dramatique. Même dans il joue vraiment le rôle du mec fort qui. C'est déjà une fiction. Et en fait, il en fait une fiction, hein. Tu veux dire. Les gars, Oui,
Sofiane, c'est limité. C'est vrai que j'ai toujours pas fait Schwarzy alors que ça. Donc il est devenu Mister Universe à 20 ans. Il a été Mister Olympia 7 fois. Et donc en 77, il est déjà millionnaire. Il est auteur d'un livre sur sa vie de bodybuilder. Il est apparu dans plusieurs films. Et il est la star du fameux documentaire donc Pumping Iron. Et c'est une star des plateaux télé où il vient faire du prosélytisme pour le bodybuilding. Ça, c'est quand même très important. C'est qu'à partir de Pumping Iron, c'est-à-dire qu'il est invité dans toutes les matinales avec les grands-mères, machin, des trucs trop chauds, voilà. Et il vient comme une espèce d'aberration européenne, mais qui vient avec une bonne nouvelle pour les vieilles américaines, c'est on va vous apprendre à avoir des sports. Et vraiment, il y a ça où il y a avec Laurent, et il y a un il y a un moment où il est fort, et elle monte c'est peu en et donc son visage devient vraiment il rentre dans les habitudes du public américain, et il rentre dans les habitudes avec vraiment ce truc de, on le voit arriver, un, on a peur de lui, deux, on fait des blagues parce qu'il est trop incongru, et puis deux, il vous charme, et il vous explique comment Moi, il je va peux prendre faire soin ça. de vous, et comment il va rendre sa santé à l'Amérique. Ce qui est exactement le rôle que lui ferait jouer George Bush dans les années 90 par ailleurs. Il y avait un poste à l'époque. Ses débuts en politique, c'est comme ça, il a même fait en réalité, il a fait organiser un grand workout sur la place de la Maison Blanche. Et il y a des archives comme ça qu'on peut trouver. On voit George Bush et Barbara Bush en train de faire du vélo d'appartement sur la pelouse de la Maison Blanche. C'est complètement aberrant, quoi. Donc il a été monsieur, vraiment le type qui devait rendre sa santé aux enfants américains, notamment, et à l'Amérique. Il y avait un doc sur la pelouse de la Maison Blanche. C'est complètement aberrant, quoi. Donc il a été monsieur, vraiment le type qui devait rendre sa santé aux enfants américains, notamment, et à l'Amérique. Il y avait un doc. Mais c'est important de comparer avec parce que lui, ses films au début, c'était, il a fait un film érotique, il a vraiment fait des drôles de. Il a fait un film avec Woody Allen. Mais c'est important de comparer avec parce que lui, ses films au début, c'était, il a fait un film érotique, il a vraiment fait des drôles de. Il a fait un film avec Woody Allen. Oh, mais Batman, vas-y. là, c'est un Woody Allen avant que. C'est pas Woody Allen. Je me rappelle plus du titre. Mais en tout cas, désormais, il est dans l'administration de Trump. C'est un envoyé spécial. C'est un Woody Allen avant que. C'est pas Woody Allen. Je me rappelle plus du titre. Mais en tout cas, désormais, il est dans l'administration de Trump. C'est un envoyé spécial à Hollywood. C'est drôle de voir que les deux. Les deux l'Amérique essaie de récupérer. Déjà, il est très différent d'origine, c'est chiant. Attendez. Je veux pas les meilleurs spectateurs, je vais quitter.